post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Je suis un libertarien. Un libertarien. Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec Schwartz Soie Noire, de Modeste Schwartz. Je suis Gilbert d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule L'impérialisme divorce du mondialisme. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et on commence. Bon, avant de commencer et de donner la parole à Modeste Schwartz, comme c'est notre première émission de la nouvelle année, je souhaite à tous ceux qui nous suivent une bonne année, en espérant qu'aussi on aura plus d'émissions avec Modeste. À toi, Modeste. Merci Gilbert et bonne année. Je souhaite aussi à tous nos auditeurs un bon confinement 2025 qui leur donnera le temps de suivre nos émissions. Je voulais juste faire énoncer deux avertissements en introduction. Bon, la première, c'est que vous allez voir qu'il va être à un moment question, une analogie, il va être question de l'histoire allemande, du pangermanisme, etc. Alors, s'il vous plaît, en commentaire, épargnez-moi vos récriminations antifascistes. Non, ce n'est pas de la réduction ad Hitlerum. Quand je parle du pangermanisme, du nazisme, d'Adolf Hitler, etc., c'est pas parce que j'ai besoin d'un symbole du mal absolu. Si j'en avais besoin, ce qui n'arrive jamais, parce que moi, mon but, c'est de comprendre le monde, c'est pas de le moraliser. Mais si jamais j'en avais besoin, je l'appellerais comme ça. Je dirais le mal absolu. Vous voyez, j'aurais pas besoin d'analogie historique. Donc ça, c'était le premier avertissement. Le second, c'est que vous m'entendrez probablement faire référence parce que je veux pas non plus vous tenir la jambe pendant 2 heures. Donc, quand il y a des choses qui sont déjà expliquées sur mon blog, ben, je fais référence à mon blog. On mettra peut-être les liens en description de la vidéo, hein, Gilbert. Oui, enfin là, ça sera surtout au blog. Ça sera surtout au blog. Et donc, j'en profite pour vous prévenir, le blog est payant. Hein. Parce que quand c'est gratuit, généralement, quand c'est gratuit pour vous, en fait, c'est qu'il y a un gouvernement ou un oligarque qui paye pour que tel ou tel influenceur puisse vous bourrer le crâne. Hein, donc, comme on dit, quand c'est gratuit, le produit c'est vous. Bah, chez moi, c'est pas gratuit. Mon blog est payant. Si vous voulez consommer de la réflexion entre guillemets gratuite, il y a par exemple la chaîne du Cercle Aristide où vous pourrez suivre les conférences du grand virologue franco-russe Jacques Sapir, hein, qui vous expliquera comment le rouble va devenir monnaie mondiale. Bon, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Voilà. Mon blog, non, mon blog c'est payant, hein, c'est voilà, c'est pas du pigeonnage. Voilà, donc j'ai voulu parler aujourd'hui du divorce entre l'impérialisme. Évidemment, je dis ça en 2024, je dis ça au 21e siècle, à la rigueur, à la fin du 20e, ça aurait été le même prix. Je parle évidemment de l'impérialisme américain ou d'un impérialisme mondial dont le centre se situe en Amérique du Nord. Ça va sans dire. Bien. Le divorce donc entre l'impérialisme et le mondialisme, parce que dans la dissidence, il y a plein de gens qui sont profondément convaincus que c'est la même chose. L'impérialisme et le mondialisme. Alors, moi, j'ai expliqué sur mon blog, notamment dans mes réflexions sur la trajectoire de Henry Kissinger, à diverses reprises, j'ai expliqué que non, c'était pas du tout la même chose, jusqu'en 1990 au plus tard, jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique, il y a eu une sorte d'alliance de circonstances entre le mondialisme et l'impérialisme, parce que tous ces gens, hein, c'est-à-dire toutes ces élites nord-américaines, en fait, avaient un ennemi commun dont elles avaient peur, enfin, à partir des années 70-80, en réalité plus tellement, mais officiellement jusqu'en 1990, voilà, l'ennemi commun périlleux, effrayant existait, ça s'appelait l'URSS, et ça a été dissous en 1990. Donc depuis 1990, l'impérialisme et le mondialisme, en réalité, n'ont plus de raison intrinsèque de rester solidaires l'un de l'autre. Et je dirais que ce à quoi on assiste là, les élections américaines et puis l'inauguration de Donald Trump, ben, c'est en quelque sorte l'officialisation, hein, c'est-à-dire c'est le moment où l'histoire mondiale va acter ce divorce. Moi, je dirais que ça a comme déjà commencé en 2016 avec la première élection de Donald Trump. Hein. Rappelons que Donald Trump est le tout premier président, surtout républicain des États-Unis, qui n'ait pas eu dans son équipe Henry Kissinger. Donc ça, pour les gens qui comprennent un peu qui est Kissinger, etc., ça aurait déjà dû allumer une lumière quelque part. Tiens, tiens, tout d'un coup, un président des États-Unis que Kissinger ne veut pas conseiller.
Ça, déjà, c'était assez intéressant. Mais évidemment, là, avec la réélection de Trump, ça va devenir encore beaucoup, beaucoup plus évident. Et d'autant plus que maintenant, c'est plus simplement Trump, hein. Tout le monde aura bien compris qu'en fait, c'est Trump-Musk, hein. C'est-à-dire dans ce rôle du God Emperor. De plus en plus, en fait, c'est plutôt Elon Musk, en réalité, qu'on voit se profiler, et notamment avec toutes les attitudes les plus impérialistes, hein. Donc, par exemple, désigner ses favoris dans la politique européenne de tel ou tel pays européen, voire carrément s'acheter, faire une OPA amicale sur tel ou tel parti, hein, sur le parti de Nigel Farage en Grande-Bretagne, sur l'AfD en Allemagne, etc. Tout ça, ça lui pose pas de problème. Et puis même, dans certains domaines où ça peut même le mettre en porte-à-faux avec une partie de la base électorale de Trump, notamment la partie, on va dire, de White Rage, hein, les petits blancs, les hillbillies qui ont peur de se faire grand remplacer, et qu'il a déjà, avant même l'inauguration, avant même de faire partie d'un gouvernement, d'un cabinet Trump en fonction, il se les est déjà plus ou moins mis à dos avec la fameuse histoire des visas de travail pour les informaticiens indiens. Donc, là, on va dire, le côté impérialiste de cette administration Trump s'incarne de plus en plus dans la personne d'Elon Musk. Et c'est aussi la présence d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, dans ce gouvernement, qui me permet à moi de résumer cet épisode 2024-2025 comme une métanoïa de l'oligarchie, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de changement de régime. On a bien compris que les États-Unis et le monde euro-atlantique, comme le reste du monde d'ailleurs, hein, ne nous faisons pas d'illusions, étaient gouvernés par une oligarchie. Musk, de toute évidence, fait partie de cette oligarchie. Simplement, depuis quelques années de façon discrète et maintenant depuis quelques mois de façon moins discrète, il y a de toute évidence une partie de cette oligarchie, dans la partie centrale, hein, je dirais la partie blanche de cette oligarchie, eh ben, qui de plus en plus change d'avis, hein, qui n'adhère plus, par exemple, au programme de société de surveillance, hein, le tout numérique. Trump a dit que sous sa présidence, il n'y aurait pas de dollar numérique, hein. Il l'a dit explicitement pendant sa campagne. N'adhère plus au programme biosécuritaire, hein, donc notamment toutes les délicieuses injections et les pandémies imaginaires. N'adhère plus au climatisme, hein. Trump parle désormais sans peur, sans scrupule, explicitement de l'arnaque climatique, hein, de climate hoax, hein, je cite Donald Trump, président des États-Unis. Donc voilà, il y a cette oligarchie, ou du moins un secteur, tout de même, au moins en Amérique du Nord, un secteur central de l'oligarchie, de toute évidence, a changé d'avis au cours des dernières années, des derniers mois, et la réélection de Donald Trump, donc ce nouveau Trumpisme à Washington, et la manifestation, l'officialisation, hein, de ce changement de cap. Et je me suis dit que ça serait pas inutile de proposer une analogie historique. Alors l'analogie, c'est avec le monde allemand de la fin du 19e siècle, plus exactement avec l'empire des Habsbourg. Parce que si vous voulez, un peu comme Musk continue l'oligarchie anglo-saxonne qui domine en réalité les États-Unis depuis qu'ils ont commencé à prendre une forme impériale. Ils étaient déjà, beaucoup de familles étaient déjà présentes même avant, mais notamment l'expansion impériale a fait de ces familles une véritable oligarchie impériale, hein. Et Musk, bon, Musk à titre personnel est un nouveau venu là-dedans, mais disons qu'il représente ce groupe, hein, cette classe. Et ben, l'équivalent de cette classe à la fin du XIXe siècle dans le monde de langue allemande, c'était les Habsbourg et toute la haute aristocratie allemande catholique groupée autour des Habsbourg. Alors on va faire un peu d'histoire contrefactuelle. On va s'imaginer que François-Joseph de Habsbourg, hein, donc qui a régné sur toute la fin du XIXe siècle et qui est mort en 1916, le mari de la fameuse impératrice Sissi. On va imaginer qu'il lui arrive un accident de cheval, je sais pas, il meurt en 1880, et que son fils Rodolphe ne se suicide pas. Si c'était un suicide, on n'est pas totalement sûr. Et surtout, on va imaginer que Rodolphe n'était pas un dissident de gauche, parce qu'en réalité, c'était ça, Rodolphe, hein, c'est peut-être ce qui a causé sa mort. C'était un ultra-libéral, en réalité, au sein de cette élite habsbourgeoise. Non, on va imaginer qu'au contraire, Rodolphe, qui d'ailleurs effectivement était un garçon pas très stable psychologiquement, se serait plutôt laissé gagner par les idées des pangermanistes, hein. Donc ces pangermanistes que, au cours de ces décennies-là, hein, dernière décennie du 19e siècle, première décennie du 20e, que fréquente un certain Adolf Hitler, à l'époque peintre, débutant peintre sans grand succès à Vienne.
hein. Et donc, voilà, un Habsbourg conquis par l'idéologie pan-germaniste arrive au pouvoir à Vienne et fait affaire avec les Hohenzollern qui sont à Berlin, avec la Prusse. Donc, si vous voulez, l'Anschluss se fait à l'amiable dans les années 1880 au lieu de se faire de manière un peu brutale sous Adolf Hitler, déjà chancelier d'Allemagne en 1938. Hein, donc, on prend 60 ans d'avance sur l'Anschluss. Et les Habsbourg abjurent le catholicisme, hein, c'est-à-dire qu'ils rejoignent la Prusse bismarckienne dans leur Kulturkampf, hein, dans la volonté de refaire du protestantisme une religion pan-germaine, la religion de tous les Allemands. Pourquoi? Bah, exactement comme à l'époque de Luther, hein, pour rejeter le catholicisme qu'ils auraient à ce moment-là identifié. Eux ne l'ont jamais fait. Au contraire, les Habsbourg étaient l'instrument de l'Église catholique dans le monde allemand, mais et inversement, l'Église catholique le leur rendait bien, hein. Mais les pan-germanistes, eux, et c'est d'ailleurs ce qui a fait, comme l'analysait très bien Hitler dans Mein Kampf, d'ailleurs c'est ce qui a fait leur échec, hein, en Autriche, les pan-germanistes autrichiens avaient bien compris que le catholicisme, dans le monde allemand méridional, c'était le ver dans le fruit, hein. C'est-à-dire que c'était une idéologie et une organisation profondément cosmopolite, hein, et d'ailleurs même dont les centres de pouvoir ne se trouvaient pas, avant tout Rome, hein, ne se trouvaient pas dans le monde germanique, et que tant que ce truc-là aurait de l'influence, au moins sur toute la moitié sud de leur domaine national, il n'y aurait pas de grandeur allemande possible. Alors le gros problème, c'est que ben il n'y a pas eu cet accident de cheval, il y a pas les Habsbourg n'ont pas changé d'avis comme dans mon scénario contrafactuel, et que par conséquent, ben, c'est le petit parti pan-germaniste qui s'est trouvé seul à essayer de défendre cette idée, qui dans l'Empire habsbourgeois, même dans juste la partie germanophone, mais c'était à 99% des catholiques. Bon, était indéfendable, hein. Donc, bon, ça n'a pas duré longtemps, surtout qu'ils ont été aussi un peu lâches, vous voyez, ils ont un peu joué leur PME Le Pen, hein. Ils sont entrés au Parlement, ils sont habitués aux joutes parlementaires, etc. Donc, bon, en l'espace de 10 ans, c'était réglé, plus personne ne parlait des pan-germanistes, à part un certain Adolf Hitler, dont ça avait quand même beaucoup marqué la formation intellectuelle et la jeunesse. Eh ben, je dirais que c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Amérique du Nord, hein, aux États-Unis, où d'une certaine manière, donc mon scénario contrefactuel, hein, où on voit Musk et sa classe, son groupe social, rejeter le mondialisme davosien, dont les origines intellectuelles, là je renvoie de nouveau à mon blog, hein, via l'hégélianisme, via Kojève, Fukuyama, etc., ont d'ailleurs quelque chose à voir à l'origine avec la théologie catholique, mais ça c'est juste une parenthèse, je la referme ici. Donc on voit Musk et son groupe rejeter l'idéologie de Davos, ou ce qu'on pourrait appeler le mondialisme de gauche, mais en fait c'est ça le mondialisme, hein. Exactement, hein, donc comme si les Habsbourg s'étaient mis dans les années 1880 à rejeter le catholicisme. Oui, Alors, non, la force de l'oligarchie de gauche ou du mondialisme, je pense, a été de faire croire au courant de Musk, si tu veux, qu'ils étaient majoritaires. Et donc, ils ont subi pendant des années, ils n'ont pas osé parler ou répondre. Et la force de Trump, c'est que Trump a donné la voix à cette oligarchie de droite. moi, je me demande si c'est pas plutôt qu'ils ont fini par comprendre que ce que moi j'appelle l'Occident pigmenté, là aussi, je renvoie à divers contenus dans mon blog qui définissent cette notion, s'ils n'ont pas fini par comprendre que l'Occident pigmenté, en fait, ne jouait pas le jeu. Et que notamment les Chinois, en fait, que c'était finalement plutôt le Parti communiste chinois qui manipulait Davos que le contraire. Et notamment en voyant comment ils tiraient magistralement leur épingle du jeu de cette non-guerre entre l'Occident et la Russie, hein, dont le grand gagnant est de toute évidence la Chine. Je me demande si c'est pas ça qui à un moment leur a un peu mis la puce à l'oreille. Et si les types se sont pas à un moment dit oui mais on est quand même en train de se faire blouser là par tous les bridés, donc peut-être qu'il faudrait un peu réagir. C'est une hypothèse. Je Ils peux se pas. sont rendus compte surtout
que le wokisme est minoritaire. Oui, dans la société, mais ça, c'est pas. Ça, je dirais, d'un point de vue davosien, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, la vérité est minoritaire. Hein, ces gens-là sont les partisans d'une sorte de théocratie. Donc, c'est au curé de bien maîtriser le dogme. Hein, les sans-dents, les gens qui ne sont rien, les gueux, bon, bah, ils n'ont qu'à l'écouter et à suivre ses instructions. Hein, c'est-à-dire, la meilleure manière de bien organiser la démocratie pour ces gens-là, c'est de ne pas trop tendre le micro au peuple. Hein, donc, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Non, ce que je voulais juste ajouter, c'est que l'héritier donc de ces idées pan-germanistes qui est ensuite arrivé au pouvoir, c'était donc un certain Adolf Hitler, et que avant la Deuxième Guerre mondiale, donc quand il y avait un fan club Adolf Hitler, notamment dans l'ouest de l'Europe, dans les pays latins, mais aussi en Grande-Bretagne, etc. Et donc c'était un peu des gens façon Emmanuel Todd etc. Il y avait effectivement une sorte de préfiguration du mythe poutinolâtre qui anime par exemple un Emmanuel Todd, d'ailleurs grand ami d'un certain Jacques Sapir. Hein. C'est curieux, enfin parce que à l'époque on parlait du chancelier Hitler qui nous amène la paix. Hein, bon, ensuite, à partir de 38-39, on s'est mis à en parler différemment. Mais donc, il y avait cette illusion qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais je fais exprès d'employer un terme anachronique, parce que c'est exactement ce qu'on dit de Trump. On parlait en quelque sorte d'un isolationnisme de l'Allemagne nationale-socialiste. Hein. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en revanche, dans son discours électoral, donc exactement comme la rhétorique électorale du Trumpisme en direction des hillbillies, en direction des rednecks, en direction de la white rage. Hein. Il y avait cet élément ethniciste populiste, hein, c'est-à-dire nous les Allemands, nos droits qui ont été bafoués, qui doivent être restitués, etc. Et alors une fois qu'on nous a rendu justice, il n'y a plus de problème, on n'emmerde plus personne et ce sera la paix. Bon, ça ne se passe évidemment, c'est pas comme ça que les choses se passent. Et ceux qui liront ma toute dernière contribution d'ailleurs au blog, c'est justement ça, ça parle de ça. Hein, c'est-à-dire que, à mon avis, cet isolationnisme américain, ça fait très très longtemps que c'est un mythe, que c'est une hallucination, que ça n'existe pas, ça n'est même plus possible. Effectivement, à quoi est-ce qu'on assiste? Trump et Musk, chacun de son côté, dans des registres et sur des questions légèrement différentes, mais ça revient au même. Hein. Donc Trump explique que oh, bah, il achèterait bien le Groenland, et puis il récupérerait bien le canal de Panama, et puis finalement, le Canada, est-ce que c'est pas un peu un 51e État américain? Le mythe de l'isolationnisme trumpien ne souffre encore pas trop, parce qu'on dirait tout ça c'est en Amérique du Nord, donc vous savez c'est la doctrine Monroe, c'est parce que d'accord, ok, mais en revanche Musk, lui, alors lui, il se gêne absolument pas. Hein. Il a soutenu le candidat au demeurant légitime, puisque c'est lui qui a gagné le premier tour des élections, bon, le candidat à la présidence roumain Călin Georgescu, encore plus récemment accordé son soutien à l'AfD dans la campagne en cours pour les élections de février en Allemagne. Il est en tractation avec Nigel Farage pour, disons les choses comme elles sont, se payer un parti trumpien, muskien en Grande-Bretagne. Donc là, on est dans de la politique impériale toute nue, hein, c'est sans aucune ambiguïté. Et effectivement, le grand paradoxe, c'est ce que dans ce papier, donc sur mon blog, ce que j'ai appelé le paradoxe des plèbes impériales. Hein. Parce que là, il y a une autre analogie qui est celle des révoltes de la plèbe à ce moment de charnière entre la République romaine et l'Empire romain, qui a fini d'ailleurs par déboucher sur la création de l'Empire. L'Empire qui est lui-même né des triumvirats, et les triumvirats, ils sont nés de quoi? Des tribuns de la plèbe. Hein. Bon. Et donc Trump, c'est un peu ça, c'est un peu une sorte de tribun de la plèbe. Alors cette plèbe impériale, elle a des revendications qui en réalité sont contradictoires. Parce que d'un côté, elle veut pas se laisser grand remplacer, elle réagit négativement, exactement comme la plèbe de la Rome encore républicaine formellement, quand le début de l'expansion impériale a commencé à submerger l'Italie sous des masses d'esclaves, hein, qui étaient des prisonniers de guerre.
hein, le résultat des guerres impériales de Rome. Et puis tout d'un coup, la plèbe se retrouvait au chômage parce que tout était fait par les esclaves, hein. Et les grands propriétaires d'esclaves, comme le fameux Crésus, monopolisaient l'économie, exactement comme Musk et ses copains de la Silicon Valley. Là, on pourra faire une émission à part là-dessus, c'est assez intéressant, hein, comment une collectivisation capitaliste est en train d'avoir lieu via la Silicon Valley. Et du coup, il y avait ces révoltes de la plèbe tout à fait comparable donc à cette White Rage, hein, à cette révolte des hillbillies ou des rednecks, que flatte par exemple l'idéologue Vance, qui est quand même le vice-président de Trump dans sa production idéologico-littéraire. Oui, d'accord. Simplement, cette clame impériale, ce qu'elle veut quand même avant tout, c'est d'accord, ne pas se faire remplacer par les informaticiens indiens que Trump voudrait non seulement continuer à importer, mais même importer en quantité toujours plus massive, hein, par cargo entier. Parce que eux, ils peuvent les payer 70 000 $ de l'année. Oui, d'accord. Seulement, une fois qu'on a évité l'écueil du remplacement, hein, une fois qu'on a obtenu ces boulots dont on risquait de se voir exclus par, d'une part, les politiques de diversité que toutes les grandes entreprises américaines sont maintenant en train d'abandonner, et d'autre part, l'afflux massif d'une concurrence déloyale, hein, le dumping social via l'immigration. Bah oui, mais une fois qu'on l'a, le boulot, ben, on veut aussi qu'il soit payé dans un dollar qui vaut quelque chose en économie monde. Hein, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que, et ça nous ramène au fait que très souvent, c'est les WASP qui se révoltent, hein. Les sujets de cette White Rage, ce sont eux-mêmes des immigrés, parce que dans l'histoire, c'est pas comme en Europe, hein. En Europe, les populations autochtones, les populations blanches ont une présence immémoriale, c'est-à-dire il faut aller recourir à l'archéologie, à l'histoire, etc., pour se souvenir du moment où on est arrivé. Hein, moi, je sais pas quand mes ancêtres sont arrivés aux latitudes où je suis né, hein. A priori, ça devrait faire entre 4 et 5 millénaires, hein, puisque, en gros, l'arrivée des peuples de la steppe, des Indo-Européens, des Blancs en Europe, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, pratiquement à chaque génération, il y a eu une nouvelle grande vague. Et les gens, d'ailleurs, s'en souviennent, parce que tout ça s'est déjà passé à une époque d'alphabétisation, d'usage massif de l'écrit, etc. Et donc, en réalité, à part les rarissimes Amérindiens encore présents ça et là, l'autochtonie en Amérique du Nord, d'ailleurs sur le continent américain en général, à part encore une fois les Amérindiens, c'est quelque chose de très relatif, hein, de beaucoup plus relatif qu'en Europe. Et Musk, et c'est pour ça que c'est aussi un personnage vraiment emblématique, il incarne aussi ça, étant donné que, rappelons-le, Musk n'aurait pas pu se présenter aux présidentielles américaines, puisque la loi américaine stipule bien que pour être président des États-Unis, il faut être né aux États-Unis, ce qui n'est pas son cas. Il est né en Afrique du Sud et il a émigré aux États-Unis déjà à l'âge adulte, hein. Donc Trump est lui-même un immigré qui n'a par conséquent pas grand scrupule, hein, à faire venir d'autres immigrés, à profiter en tant qu'entrepreneur des nouvelles vagues. Voilà. Et donc, on pourrait dire que c'est vraiment ça le business model des États-Unis, parce que c'est un business model impérial. Et tous ces gens, quand ils émigrent en Amérique du Nord, ils veulent rejoindre quoi? Eh bien, ils veulent rejoindre ce petit paradis terrestre, hein, City on a Hill, hein, One Nation Under God, où on est payé en dollars, où on est payé dans la monnaie monde. Et du coup, le dollar, il est hors de question de le sacrifier, hein. Et Trump a bien fait comprendre que dans la plus grande tradition de l'impérialisme américain, tu essayes de me saboter mon dollar, tu vas en prendre plein la gueule, hein. Et avec ça, en réalité, la plèbe impériale, elle est d'accord, elle est d'accord, hein. Donc, l'isolationnisme, c'est une vue de l'esprit, hein. Donc, il y a, je sais pas, un certain nombre de cathos, de cathos français, vous voyez, d'intellectuels organiques de LR, on va dire, hein, Monseigneur Husson, je sais pas, qui, à force de lire de travers d'ailleurs du Vance, vont vous expliquer que Trump est un isolationnisme. Il n'y a pas il y a pas de plus grande absurdité imaginable, etc. Ça n'existe pas. La confusion qui se fait en Europe à droite, à cause de nos médias d'ailleurs, qui présentent mal la ligne politique de Trump, Musk et même d'ailleurs de Nigel Farage en Angleterre, c'est qu'ils ne sont pas contre l'immigration.
Ils sont Non. contre l'immigration clandestine, mais ils sont favorables à une immigration massive choisie. Choisi, oui, oui, oui. C'est-à-dire, en fait, une immigration impériale. C'est, en fait, si on retraduit ça dans les termes de la politique romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, ils sont favorables au droit de cité. Hein. C'est cette question du droit de cité qui avait causé tant de troubles politiques à Rome lors de la transition politique entre la vieille République du Latium et l'Empire romain, qui était à l'époque un empire global, puisque c'est en tout cas dans le vieux monde, hein, c'est-à-dire les terres qui avaient connaissance les unes des autres étaient dominées par l'Empire romain, ont fini par être dominées par l'Empire romain, comme aujourd'hui le monde est dominé par l'Empire américain. Et la grande question, c'était celle du droit de cité. Et alors pourquoi est-ce que c'est tellement important, le droit de cité? Ça, c'est par ça que je voulais finir, et c'est par ça que finit aussi mon article sur le blog. C'est que, et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans les simplismes, les réductionnismes moralisateurs, psychologiques, etc. Par exemple, tout réduire à Trump. Hein, c'est-à-dire, oui, en gros, Trump, c'est l'épicier qui est en mesure de plus ou moins influencer le Conseil général pour obtenir une subvention. Hein, donc, c'est une vision française, on va dire, non, non, écoutez, c'est l'homme le plus riche du monde. Si ses ambitions, c'était vraiment de gratter encore quelques sous, pourquoi faire? Pour être sûr que Bernard Arnault va pas le rattraper dans six Oui, mois ou un truc comme ça, c'est absurde. Le type a de toute évidence un projet politique, hein, donc non. c'est pas les 50 000 dollars à l'année qu'il va gratter sur un informaticien en faisant venir encore plus d'Indiens, etc. Non, 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 il y a un agenda, il y a un agenda politique et qui dépasse de loin la personne de Trump et même le groupe social de Trump, parce que c'est vraiment l'agenda de l'empire. Oui, parce que comment fonctionnent les empires? Hein, et là, il faut aussi dégonfler quelques mythes, une fois de plus, de grande circulation dans la dissidence francophone. Hein, c'est qu'on n'arrête pas d'entendre des conneries comme oui, tout ça, c'est basé sur US Army, c'est basé sur le contrôle des routes commerciales, c'est basé, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, ça fait toujours référence aux aspects cinétiques d'une domination impériale, hein, les choses palpables en réalité. Alors je ne dis pas que ça n'a aucune importance et qu'on peut gérer un empire global, qu'on pourrait gérer un empire global sans un instrument comme US Army et notamment la flotte, etc. Je ne dis pas ça. Est-ce qu'en revanche c'est essentiel au maintien d'une hégémonie impériale? Non. Ce qui est essentiel, c'est au contraire justement le droit de cité. Hein, c'est-à-dire que le secret du succès des empires qui durent, c'est en réalité d'associer les dominés à la domination. C'est ce qui explique notamment que en Europe, les Allemands n'ont jamais été capables, en tant qu'Allemands, c'est-à-dire à partir du moment, là, je ne vous parle pas du Saint-Empire romain germanique du Moyen Âge, etc. Non, à partir du moment où c'est vraiment les Allemands en tant que nation allemande qui ont eu des tentations impériales en Europe, ça a raté à chaque fois, mais pour une raison simple. Et ça, on l'a très très bien vu pendant la Seconde Guerre mondiale en Ukraine, c'est que les Ukrainiens ne demandaient qu'à collaborer, à faire du zèle en réalité. Bah oui, mais ça posait un gros problème aux Allemands parce que, bah oui, mais c'est quand même des Slaves. Alors c'est des Slaves qui nous adorent, qui rêvent de trucider tous les autres Slaves, c'est ça, mais c'est des Slaves, c'est des sous-hommes, voilà, et ils ont gâché, hein, ils ont poussé les Ukrainiens dans la résistance, dans la guerre de partisans, aux côtés de Staline, à force de stupidité, là pour le coup isolationniste. Hein. Là, effectivement, on peut le dire. Pas tous les Allemands d'ailleurs, hein, c'est une histoire intéressante et très drôle, parce que l'ironie du sort a voulu que ce soit justement Rosenberg, donc le théoricien du racisme scientifique, mais qui entre-temps était devenu Gauleiter d'Ukraine, était devenu une sorte de gouverneur colonial. Et puis à Kiev, il était bien, hein, faut dire, à Kiev, même ces jours-ci, hein, je crois que c'est pas mal Kiev, hein, si vous avez quelques sous, si vous... Et donc il était comme un coq en pâte, hein, il se sentait super bien, Rosenberg, à Kiev. Je l'avais fait ma basse, évidemment, sur un certain nombre de palais, de collections d'art, etc., de la bourgeoisie juive de Kiev. Bon. Et puis, il n'arrêtait pas d'écrire à Hitler des lettres, mais écoutez, on devrait quand même, vous rendez, il plaidait la cause des Ukrainiens, on devrait faire affaire avec ces gens-là, vous vous rendez pas compte à quel point ils peuvent nous être utiles, ils sont zélés, etc. Oui, mais c'était neutralisé par les lettres que recevait ce même Hitler, mais du bas de Württemberg, où le sombre imbécile psychotique Heinrich Himmler, qui n'a
pratiquement jamais quitté le territoire du Reich. Il avait peur de contamination. Vous voyez, il aurait probablement porté un masque Covid s'il avait dû se rendre en Ukraine, etc. Et qui lui écrit, ah non, on peut pas, ah non, non, c'est des sous-hommes, c'est des halogènes, le Troisième Reich ne peut pas collaborer avec ces gens-là, réduisez-les faites-en des îlots agricoles ou bien exterminez-les dans des fosses communes, etc. Voilà. Bon, et c'est comme ça qu'ils ont fini par perdre la guerre, par perdre l'Empire. Et c'est ce qui rend effectivement en Europe les Allemands inaptes à même dans un cadre proconsulaire, on s'en rend compte avec la dernière tentative qui s'appelle l'Union européenne. Bon, c'est ce qui les rend culturellement ineptes à ça, c'est qu'ils sont pas capables de partager, ils sont pas capables d'accorder le droit de cité. Au contraire des anglo-saxons, notamment des WASP, des Nord-Américains, qui ont bien compris que en réalité, bon, et c'est là que toute l'argumentation les adulateurs des BRICS, que n'a-t-on pas lu sur ces BRICS? Alors effectivement, là, tous les chiffres, toutes les additions concordent. Vous pouvez aligner des pages et des pages de Badra Kumar, donc avec les commentaires bien inspirés de Monseigneur Husson. Donc vous additionnez les populations, les PIB, les exportations, etc. Et le résultat va toujours être le même, c'est-à-dire que l'Amérique est enterrée, le dollar est enterré, même US Army finalement est enterré, tout le monde est enterré. Et puis, vous voyez, Trump arrive au pouvoir, il commence son petit, voyez, il donne un coup de pied dans la porte du salon, et puis vous les voyez les uns après les autres, la grande climatiste mexicaine, là, celle qui avait même figuré sur une des couvertures de The Economist, vous voyez, genre femme de l'année, ou etc. Et alors là, tout de suite, ah non, 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 attendez, non, c'est pas grave, on va faire une barrière du côté mexicain, le problème des migrants, tout ça, on va s'en occuper nous, patron, c'est pas, faut pas vous énerver, etc. Vous avez Trudeau qui tout d'un coup la ramène plus tellement que ça, parce que généralement quand le président de l'État d'à côté vous dit ah bah vous pourriez très bien devenir gouverneur chez moi. Théoriquement, même des gens relativement libéraux auraient tendance à proclamer à se mettre en état de guerre. Non, 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 Trudeau, il file doux, il file doux, Trudeau. Au Groenland, vous avez pareil, un gouverneur qui dit, bon, écoutez, bah, oui, finalement, le Danemark, c'était pas mal, on était bien traités. D'ailleurs, on les aime toujours bien, il n'y a pas de problème avec le Danemark. Maintenant, venons-en donc, Monsieur Trump, à votre proposition. Voilà. Alors, quand même, cerise sur le gâteau, l'Iran, le cœur de l'axe de la résistance, voyez, les Jedi du croissant chiite ce qu'il a fallu entendre sur l'Iran. Oh, comme l'Iran allait te me pulvériser tout ça, comme Israël allait disparaître dans l'année. Je cite un certain Thierry Messon, je crois. A priori, là, comme on est en 2025, c'est qu'Israël n'existe plus. Alors, il a changé d'avis lui-même, Messon, d'ailleurs, puisque finalement, bon, ben, devant la réalité bon, c'est-à-dire que l'Iran a même annoncé, c'est pas juste, c'est pas tout de le faire. Ils l'ont dit, non, écoutez, alors comme maintenant Trump est président, donc finalement, il va pas y avoir de représailles contre Israël parce qu'on veut donner une chance. On donnait une chance à quoi? Au grand Satan, à l'Occident collectif, pédosataniste. Ah bah oui, finalement, oui. Et pourquoi? Eh ben, ça c'est très drôle. C'est le fameux mage, c'est le mage Messan lui-même qui nous l'explique. Après, je pense quelques nuits blanches et peut-être une ou deux crises de nerfs, et il finit quand même par se mettre à table parce que Téhéran, il y a été, il voit de qui il s'agit, et par expliquer que bah oui, le truc c'est qu'en fait les mollahs sont à la merci d'une petite classe comprador notamment de marchands de tapis, mais au sens propre. C'est des gens qui contrôlent dans le souk de Téhéran le négoce du tapis persan. C'est là que vous comprenez aussi pourquoi, moi, quand je lis encore et encore, vous voyez, vous savez, les annonces d'apocalypse toutes les 2 semaines, donc c'est sur le modèle du Covid, encore 2 semaines pour aplanir la courbe, et maintenant, depuis 2022, c'est Scott Ritter, vous voyez, encore 2 semaines jusqu'à l'apocalypse nucléaire, parce que la Russie ne peut vraiment plus supporter, oh là là, ces lignes rouges franchies, donc attendez-vous, là, je veux dire, peut-être encore ce soir, vous aurez le temps de quitter Paris ou Londres, mais la semaine prochaine, prévoyez quand même un scaphandre radio résistant ou un truc comme ça, parce que ce sera. Mais non, mais regardez l'Occident pigmenté justement, quoi que là, il est assez blanc de peau, quand même, mais autour de Poutine, Peskov, dont les enfants y vivent à Londres, Poutine lui-même, même dirait-on qu'il y aurait une fille à Paris. Et ben non, vous comprenez bien, ces gens-là, ils n'ont aucune intention de vitrifier leurs propres enfants.
hein. Il y a une blague qui circulait d'ailleurs sur Internet en Russie, et ça mettait en scène comme ça une réunion de l'état-major, hein, de tous les grandes têtes du régime qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Écoutez, là, ils ont franchi tellement de lignes rouges. On en est à la 57e ligne rouge franchie. Il faudrait quand même frapper une ville, etc. Et puis, alors, il y en a un qui dit, bon, bah, alors Paris. Ah, mais tu es fou, il y a ma fille. Et l'autre qui dit, je sais pas, Berlin. Berlin, mais tu as idée du nombre d'immeubles que je possède à Berlin? C'est hors de question, etc. Ça dure comme ça, ils font un tour de table, et puis finalement, il y en a un qui dit, bon, bah écoutez, vous savez quoi, on va bombarder Smolensk, qui est une ville en Russie, hein. Et alors, ce qui rend la blague particulièrement puissante, à mon avis, c'est que c'est réaliste. C'est-à-dire, les Russes qui lisent ça savent très bien que leur oligarchie, oui, préférerait de loin, de loin, de loin vitrifier de sa propre main Smolensk, parce qu'à Smolensk, en revanche, ils regretteront rien, hein. À Smolensk, il y a des Slaves, des descendants réfractaires, racistes, antisémites, c'est la Ligue de l'Humanité. Smolensk, ils vous vitrifient ça avec le plus grand plaisir à n'importe quel moment eux-mêmes, hein, leur propre armée, ça leur pose aucun problème. Mais alors non, pas Berlin, hein, pas Paris, pas Londres, et surtout, surtout, surtout aucune ville nord-américaine, hein. Pourquoi? Bah parce que si vous voulez, en tant qu'occidentaux pigmentés méritants, hein, c'est-à-dire riches, eh ben, ils ont des. Alors, quand ils auront fini leur connerie là, avec l'Ukraine, tout ça, bon, ben, ils ont quand même des espoirs de droit de cité, hein, exactement comme les mollahs et les marchands de tapis de Téhéran, et comme l'Occident pigmenté en général. Et ça, Musk, il le sait très bien, hein. Ça, tous les insiders, tous les gens un peu sérieux en politique le savent. Le droit de cité, hein, donc les green cards, les visas dans le bas du panier, hein, pour les petits ambitieux, hein, les visas là, de travail, et ben, c'est ça en réalité la véritable garantie, le véritable pilier de la permanence, de la perpétuation de l'hégémonie impériale, en l'occurrence de l'hégémonie impériale américaine. Et donc ça, il est hors de question de revenir là-dessus. Et la plèbe impériale, qui dans les moments populistes du Trumpisme a pu s'imaginer que le Trumpisme allait vraiment devenir un régime isolationniste, bah, c'est évidemment mis le doigt dans l'œil. Mais là encore, il ne faut pas faire de démagogie, hein. C'est pas de nouveau le bon peuple virginal et innocent et constamment violé par d'horribles oligarchies sataniques, etc. C'est une contradiction interne à la plèbe impériale. Parce que la plèbe impériale, bah, elle veut quand même son dollar. Évidemment, elle fait pas forcément le joint. Elle fait pas nécessairement le lien, hein. Donc ça, c'est cette tendance du populo à vouloir le beurre, l'argent du beurre, et puis un peu plus si possible, hein. Mais bon, les insiders et l'oligarchie, elle, en revanche, comprend bien l'équation, et c'est pour ça qu'en réalité, il n'y a rien de si profondément contradictoire, de paradoxal, oui, mais rien de si profondément contradictoire quand on voit le même Musk, d'un côté, soutenir une AfD qui ne cache pas son intention d'arrêter le grand remplacement des Allemands en Allemagne, et de l'autre, se faire l'avocat du système des visas de travail pour les informaticiens indiens aux États-Unis. Déjà, il y a une contradiction sur l'AfD. Après tout, Musk a rappelé à tout le monde que la présidente de l'AfD, qui est une femme lesbienne, mariée à une immigrée Ouais. du Sri Lanka, et qui a un enfant avec elle. En tout cas, cela étant, la parole de la fin, Modeste. Oui, alors on pourrait aussi faire une émission entière, j'espère qu'on la fera un jour sur l'AfD. C'est un phénomène extrêmement intéressant, notamment parce que pour l'instant, il y a une énorme diversité interne. Tu as parlé d'Alice Weidel, qui est une figure intéressante. Il y a aussi Maximilian Krah, auquel j'ai consacré d'ailleurs une série de podcasts sur mon blog Substack, une fois de plus, qui est un peu, on va dire, l'idéologue de l'AfD. Schwartz et Dawed, c'est fini pour cette semaine. Merci et à la prochaine. Un libertarien. Un libertarien.